RFI à la BNF toute la journée, la Bibliothèque nationale de France et son dans le 13e arrondissement de Paris nous accueille à l'occasion de cette journée internationale de la francophonie. Dans quelques heures, à l'Académie française, le président français va présenter son grand plan d'ensemble pour la promotion de la langue française et du plurilinguisme. Emmanuel Macron veut faire du français la première langue de l'Afrique, peut-être du monde. À quoi bon faut-il en finir avec cette francophonie héritée de l'époque coloniale? La défense de la langue française ne cache-t-elle qu'une volonté de défense des intérêts de la France? Dans les 20 prochaines minutes, nous sommes avec l'auteur Bessora. Vous venez de publier Zoonomia, la dynastie des boiteux. Bonjour. Bonjour. Et l'historien Pascal Blanchard, spécialiste notamment du fait colonial. Bonjour. Bonjour. Bessora, vous êtes écrivain né à Bruxelles, d'un père diplomate gabonais et d'une mère suissesse. Vous m'arrêtez si je me trompe. Vous avez grandi en Europe, aux États-Unis et en Afrique. Si je dis que vous êtes écrivain ou écrivaine francophone, est-ce que ça vous chagrine? Alors, je ne sais jamais exactement comment ça s'écrit, si ça s'écrit P-H-O-N-E ou F-A-U-N-E. J'ai toujours un doute. Oui. Et lorsqu'effectivement on me répertorie dans ces catégories-là, il y a toujours une difficulté à me présenter. On ne sait jamais exactement comment aborder la question. Mais d'où vient-elle? Qui est-elle? Mais oui, j'ai vu par exemple sur le site de RFI que j'étais présentée comme un écrivain belge. Alors, je ne sais pas d'où ça sort, je ne suis pas du tout belge. Et mes petits camarades, eux, n'étaient pas présentés selon leur nationalité. Donc là, on est aussi dans une des problématiques de la francophonie. Oui, bien sûr. À savoir qu'il faut forcément qu'on justifie d'une nationalité lorsqu'on est, entre guillemets, un écrivain francophone. Donc, pour moi, la francophonie, ce sont des représentations. Alors, c'est des histoires d'influence, de pouvoir. Il y a énormément d'enjeux financiers, des manifestations culturelles qui sont organisées derrière tout ça. Mais c'est surtout des représentations. Et c'est ces représentations qui m'interrogent. Est-ce que ça vous agace de constater cette distinction que vous évoquiez à l'instant, qui est faite entre littérature française et littérature francophone? Si dans une bibliothèque je cherche un de vos livres, Bessora, il est classé où? Alors vous pouvez le trouver au rayon Caraïbes. Je n'ai rien à voir avec la Caraïbe, mais il m'est arrivé de me trouver au rayon Caraïbes. C'est pas mal pour quelqu'un né à Bruxelles. Ouais, je trouve que c'est pas mal. Alors Aimé Césaire, je pense que si on se réfère à la classification de la BNF, alors j'ai un peu regardé, on a la littérature française contemporaine, la littérature francophone. Alors la littérature française contemporaine, c'est les écrivains du XXe siècle, et c'est les écrivains dont le travail d'écriture est considéré digne d'intérêt. Et la littérature francophone, alors c'est plus des écrivains dont le travail d'écriture est considéré digne d'intérêt, c'est la BNF entretient avec les pays francophones des liens de solidarité et de partenariat qui permettent une vaste collection de leurs productions diverses et dynamiques. Donc c'est plus des écrivains dignes d'intérêt, mais c'est une production diverse et dynamique. C'est des écrivains de seconde zone, c'est ça que vous voulez dire? Probablement, et je pense que Aimé Césaire se retrouve sans doute dans cette catégorie-là, dans le sous-département Caraïbes. Oui. Alors, il y a aussi Europe, enfin bon, il y a tout ce qui n'est pas français, en fait, parce que, si vous voulez, les écrivains français ne sont pas francophones, donc ils ne parlent pas français. Je ne sais pas quelle langue ils parlent et quelle langue ils écrivent. Bon, il y a beaucoup de paradoxes, c'est ça que vous nous dites, que tout ça ne marche pas très correctement. On marche sur la tête? Je pense qu'on marche sur la tête et je vais vous dire cette vision de la francophonie que j'expérimente, qui n'est pas nécessairement la même dans tous les pays, mais en tout cas en France, cette vision de la francophonie, moi, elle me fait penser au franc CFA. Vous voyez, le franc CFA, c'est une monnaie très ancienne qui accourt toujours en Afrique occidentale et en Afrique centrale et dont la contre-valeur exacte est celle de l'ancien franc français. Donc le franc CFA est imprimé à Chamalières, dans le Puy-de-Dôme. Allons imprimer de l'euro en Chine. C'est à peu près la même logique. Et ce franc CFA est donc garanti par l'euro. On est dans les années 50, si vous voulez. Oui. Un franc CFA, 100 francs CFA égale 100 anciens francs français. Voilà, je pense c'est pareil avec la littérature. Avec le concept de francophonie en France, vu de France, c'est un petit peu pareil. On est sur le même thème. Pascal Blanchard, vous qui êtes historien, la francophonie, dès l'origine, c'est une histoire coloniale. Ah, c'est certain que les gens n'ont pas appris à
parler français par pur hasard ou parce que des livres sont tombés des avions à travers le monde. Il y a un rapport à l'histoire politique, à la conquête coloniale, à l'imposition d'une langue qui a été la langue administrative de l'Empire, mais aussi à une langue qui a été donc une langue de domination, mais qui a aussi été une langue à ce moment-là d'uniformisation de l'Empire, donc c'est complexe. C'est qu'à la fois dans la tramaison qu'a été l'Empire colonial, il y a cette volonté d'avoir une langue que tout le monde peut parler, donc une sorte d'esprit fédératif, de partage de cette langue, et en même temps, il y a une volonté... Un bien commun. D'un bien commun, un bien commun avec une vision extrêmement utilitariste. C'était quand même un bien commun qui permettait de gérer l'Empire et donc de gérer les hommes et les femmes. Et en même temps, il y a aussi une vision d'avoir une langue qui domine les autres. Seule la langue française pouvait être la bonne langue par rapport à l'Empire. En même temps, c'est la volonté de tout empire d'imposer une langue. L'Empire russe, l'Empire chinois, l'Empire américain. C'est logique, disons. C'est une logique, en tout cas, impérialiste. Ouais. Et il en reste toujours après des scories et des conséquences. Et alors, qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui? Ben, Est-ce que c'est encore un instrument au service de la politique étrangère de la France, la francophonie, par exemple? Alors, ça a été, à un moment, un énorme instrument de cette politique étrangère. Ça l'est de moins en moins aujourd'hui, puisque le monde de la diplomatie parle anglais. Y compris dans le monde francophone. C'est même une des armes de la diplomatie, c'est de parler la même langue dans ce champ de la mondialisation. Donc on ne peut plus dire qu'aujourd'hui ce soit une arme en tant que telle de diplomatie. Ça crée par contre un espace diplomatique, ce qui n'est pas du tout la même chose, qui pendant très longtemps votait à l'unisson avec la France. Ça aussi, ça a disparu. Maintenant, ça peut devenir un espace de contre-pouvoir ou d'intérêt commun. C'est peut-être ce qui est en train de changer. C'est que la France a perdu de sa puissance et d'autres pays émergents qui sortent de l'espace francophone peuvent avoir des intérêts communs ou non avec la France, qui va donc obliger la France à penser autrement ses rapports de relations dans l'espace francophone. En gros, pour faire simple, la France ne peut plus être la métropole. Donc la France doit se réinventer dans un rôle qui n'est même pas encore écrit ni découvert, mais si elle veut continuer à exercer une forme d'influence, elle va devoir apprendre à partager cette influence pour que chacun puisse en tirer, je dirais, le fruit. Ce qui n'a pas été le cas jusqu'à maintenant, puisque la France a gardé cette posture, ce qui se comprend d'ailleurs pendant un demi-siècle, puisqu'elle avait pris quelques habitudes un peu longues du temps de l'Empire colonial, elle a gardé pendant très longtemps ces vieilles habitudes impériales. Bessora, à ce propos? Non, ça ne va pas être à ce propos, je vais sortir du champ politique pour revenir dans le champ du livre. Oui. Alors préciser d'abord au passage que ma langue maternelle est le français, non pas à cause de la colonisation française, mais parce que ma mère est suissesse, avec des ascendances diverses, dont des ascendances françaises. Oui. Donc malheureusement, il se trouve que je suis aussi de souche européenne, même si c'est un non-sens. C'est un non-sens dans la francophonie. Alors, j'en reviens au livre, parce que ces classifications, et je vais en retenir deux uniquement qui font partie des classifications de la BNF, qui sont la littérature francophone et la littérature française contemporaine. Oui. Ça structure le marché du livre. Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous allez faire des études, vous faites de la littérature française ou vous faites de la littérature francophone. Et en principe, dans la littérature française, on est blanc et français. Et dans la littérature francophone, on est très souvent non blanc et africain. Et donc ça structure des schémas mentaux et qu'on retrouve dans les maisons d'édition et qu'on retrouve aussi dans la presse. Donc je vais vous donner un exemple très concret. Oui. Oui. Je publie un bouquin qui s'appelle Cyrano. Cyrano, c'est l'histoire de Roxane qui invente un avatar sur le net pour séduire Christian. Arrive le moment du service de presse. Donc mon attaché de presse, qui est toujours formidable, vise très large, il envoie à tout le monde. Il envoie à la presse généraliste, la presse féminine, la presse dite francophone. Et il envoie ça avec un petit argumentaire où il y a photo, titre, descriptif. Ça arrive dans un journal, on va dire généraliste. Ils sont débordés, ils reçoivent énormément de livres. Donc ils regardent la couverture du livre, le descriptif, la photo. Ça, c'est pour le spécialiste de la francophonie. S'il y en a un, parce qu'il n'y en a pas toujours. Donc quand il n'y en a pas, on ne sait pas toujours quoi faire. Je ne dis pas que c'est dans 100% des cas, mais c'est dans facilement 70-80% des cas. Donc il y a un spécialiste francophone dans la maison, coup de bol. Il reçoit donc le bouquin, il reçoit l'argumentaire, il voit la photo, bon c'est bien parfait, elle rentre dans le champ. Il voit le titre, Cyrano, c'est pas pour nous. C'est pas bon. Donc... Ça implique des assignations identitaires
et des injonctions de contenu. Et donc, Bessora, que faut-il faire? Parler d'auteurs français, en langue française? Est-ce que vous avez une appellation à proposer à la BNF? Mais il n'y a pas d'appellation à proposer. Vous avez écrit un petit texte de présentation de cette émission qui est donc diffusée sur RFI. Enfin, allez sur le site de RFI, regardez sur le site de l'émission. Pascal Blanchard, historien, spécialiste de ceci, cela. Madame Intel, présidente de la BNF. Karine Thuil, écrivain, marraine de la journée française. Journée de la langue française. Bessora, écrivaine belge. Donc c'est la première qui a une nationalité parce que c'est absolument nécessaire d'essentialiser. Et de on vous incorporer précise, à l'espace francophone. Voilà, et on précise, parce qu'écrivaine belge, c'est pas assez précis, vous voyez, écrivaine belge, on ne va pas forcément imaginer Grand Prix littéraire d'Afrique noire 2001. Alors c'est pas 2001, c'était 2007. Bon, on va refaire notre fiche, on a compris. Merci Bessora. À l'occasion de cette journée de la francophonie, on attend un discours tout à l'heure. Emmanuel Macron qui va présenter un plan d'ensemble visant à promouvoir le français dans le monde. Alors Sophie Torlotin, officiellement, sont les mots de l'Élysée. Il s'agit d'écrire une nouvelle page de la francophonie, loin du passé colonial. Le discours est censé être fondateur. Rien que le lieu choisi pour le prononcer est historique, l'Académie française. C'est la première fois qu'un président en exercice s'exprimera sous la coupole. Il le fera devant les immortels, mais également devant quelques 300 jeunes, lycéens ou étudiants venus de tous les continents. Emmanuel Macron entend redonner à la langue française sa place et son rôle dans le monde, tout en reconnaissant que la France n'est plus la seule propriétaire de sa langue. Les démographes prédisent d'ailleurs que le français devrait être en 2050 et 700, principalement en Afrique, la troisième langue la plus parlée au monde. L'Élysée insiste sur la vision ouverte, positive, décomplexée et non offensive de l'approche présidentielle. Développer le français passe par le plurilinguisme, une façon de répondre aux critiques de certains intellectuels, notamment l'écrivain franco-congolais Alain Mabankou, voyant dans la francophonie la persistance d'une conception néocoloniale. Emmanuel Macron devrait détailler une trentaine de mesures articulées autour de 3 axes: l'apprentissage du français, et notamment le soutien au système éducatif des pays francophones, Côte d'Ivoire, Sénégal ou Burkina Faso, la communication, mais aussi la création. Pascal Blanchard, est-ce que ça a un sens de vouloir faire du français la première langue du monde? En tout cas, c'est une belle utopie. Maintenant, est-ce que c'est une forme de réalisme politique? Certainement pas à l'horizon 2050, voire même plus. Non, non. La question, elle est, je pense, de faire que la langue française puisse devenir autre chose que ce qu'elle a été comme un héritage colonial sur les 60 dernières années. Et là, c'est une ambition qui est intéressante parce que c'est certainement la meilleure manière d'arriver à faire que la francophonie change, justement par rapport à ce qu'on vient de dire. Change par rapport à un épicentre qu'est la France, change par rapport à une manière un regard, mais pas simplement un regard, une pratique. Une manière de penser autrement cette langue française qui pourrait être un lien et non pas simplement une forme de subordination dans le temps présent issu du passé. Et je ne sais pas du tout si ce sera réussi. En tout cas, le président de la République essaye d'arriver à trouver une sorte de milieu entre le passé colonial, penser autrement la francophonie et d'autres relations avec l'Afrique. Je ne sais pas du tout si c'est comme politique. Par contre, ce qui est intéressant à voir, c'est que c'est certainement la seule solution pour que la francophonie devienne quelque chose. Sinon, la francophonie, dans 50 ans, ne sera rien. Elle ne sera rien parce qu'aujourd'hui, la politique française, depuis 20 ou 30 ans, fait aimer la langue. Pour qu'on pratique une langue, il faut 2 choses. Il faut d'abord avoir envie de la pratiquer. Et deuxièmement, il faut avoir un intérêt à la pratiquer. La France s'est fait des en Afrique, par exemple, depuis des années, à cause, c'est pas pour autre chose, c'est par manque de moyens de développer la langue française. On peut discuter et disserter dans les beaux quartiers et dans les beaux salons pendant très longtemps, c'est une réalité. La France est moins aimée dans l'espace francophone à cause de sa politique. Et donc la langue a quelque part eu les conséquences. Si vous allez vous promener au Vietnam aujourd'hui, de moins en moins de gens parlent français. Donc la langue va devoir réapprendre à être apprise. C'est très complexe à faire parce que ça veut dire que ça induit une politique. Et là, peut-être qu'on peut imaginer un espace qui ne soit plus un espace dominé par la France, mais un espace dominé par la langue française, qui n'est plus du tout la même chose et qui peut permettre d'imaginer, puisqu'il y a une culture commune derrière cette langue commune, quelque chose d'autre. Alors, le président français va donc parler langue française tout à l'heure. Alors, nous allons piquer français avec Emmanuel Macron. Le français est un atout pour l'avenir. Être une start-up nation dès demain est possible pour la France. À travers les civic tech, les green tech, les clean tech, et donc la silver economy, le crowdfunding. C'est mauvais parce que ce ne sont pas des vrais jobs. Je l'ai dit il y a quelques jours, entrepreneurs
is a new France. J'installerai directement auprès du président de la République une task force. France is back. Je n'ai qu'un souhait. Faites du français la première langue au monde dans les 30 à 40 ans qui viennent, en décidant de le parler. Bon, ça vous choque, Pascal Blanchard, d'entendre ce président français employer tant d'anglicisme en quelques mots? On lui reproche souvent. Non, mais il faut rester aussi dans l'aune de son temps. Nous sommes à la fois dans un temps colonial et dans un temps de mondialisation. Après, ça devient des petites piqûres qui font plaisir à l'ego, mais qui n'ont aucun sens. Nous sommes dans un langue aujourd'hui multilingue. De penser qu'il n'existe plus qu'une seule langue, quelque part, c'est un décalage de la réalité mondiale. Non, l'anglais comme le français doivent être pratiqués dans un temps justement où nous parlons à différentes entités, à différents mondes et surtout à différentes générations, ce qui, à mon avis, est essentiel. Bessora, ça vous choque? En un mot, il nous reste 10 secondes, je suis désolé. Alors, en un mot, je vais vous donner un dernier exemple concret. Je suis présidente d'un concours de la nouvelle. Ce concours de la nouvelle est séparé en 3 catégories, donc les adultes, les jeunes 15-20 ans et les écrivains francophones. J'en parle, et on me dit que c'est parce que tu comprends, les écrivains francophones, quand même, ils écrivent moins bien et sinon ils ne viendraient pas. Bon, voilà. Alors le débat est ouvert autour de ces questions que vous avez largement pu évoquer ce matin. Dans 10 minutes, vous retrouvez Alexis Fricker pour la suite de cette édition spéciale en direct de la BNF, émission spéciale d'Appel sur l'actualité. C'est reparti.